Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au féminin. Nathalie Barge pour vous accompagner dans cette émission. Avec moi dans le studio, Cheryl Bennett, avocate spécialisée en droit commercial international et entrepreneuriat, originaire du Gabon. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Nathalie, c'est moi qui vous remercie de m'accueillir dans vos locaux. Alors on fait une petite bio sur vous comme d'habitude. Vous avez une vaste expérience internationale. Vous avez conseillé des gouvernements étrangers, des multinationales dans plus d'une douzaine de pays sur les réformes du droit commercial, les meilleures pratiques juridiques internationales dans l'industrie et les questions de développement économique. Vous avez été conseillère au programme de développement de droit commercial au bureau de l'avocat général du département du commerce américain, c'est très long, qui favorise la réalisation des objectifs de la politique étrangère des États-Unis dans les pays post-conflit, notamment par le biais de réformes juridiques commerciales. Vous y avez dirigé des programmes sur l'entrepreneuriat et l'accès à l'électricité en Afrique. Et depuis 2017, vous avez intégré un cabinet de droit privé où vous vous focalisez sur les litiges commerciaux, notamment dans le domaine des assurances, de la construction, de la production énergétique et sur la participation au marché public. Et vous êtes également membre du bureau exécutif de la diaspora gabonaise pour la démocratie, les droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Merci beaucoup donc Cheryl pour votre présence à cette émission Le Monde au féminin. On va parler des lois en Afrique, en particulier des lois discriminatoires basées sur le genre. Alors, il faut savoir, et peut-être comme on le sait, qu'il y a des lois qui datent, qui n'ont finalement pas été retouchées, pas été réformées, pas été annulées. C'est pas seulement en Afrique, c'est également aux États-Unis, dans certains pays occidentaux. Et les gens ne sont pas forcément au courant. Mais selon ces lois, les femmes ont moins de droits que les hommes et ça commence dès l'enfance. Alors on a plusieurs cas comme ça. On a les pays musulmans où aussi on suit un petit peu la loi selon la charia. On a des cas comme ça. On a ces lois qui datent des colonies finalement en Afrique et qui n'ont pas été retouchées. Alors on peut parler peut-être du rapport du rapport de la Banque mondiale 2018 sur les femmes, les affaires et la loi. Cheryl, quel constat vous faites par rapport à ce rapport, les tendances d'une manière générale? Quel est le constat que vous avez fait? Le rapport de la Banque mondiale que vous avez mentionné, donc il est assez explicite sur le fait que il y a des améliorations, il y a de quoi être on va dire encouragé, on peut dire, mais il y a encore énormément de travail qui reste à faire. Il y a encore énormément de lois qui restent notamment dans les pays africains qui continuent de discriminer donc les femmes, qui en réalité offrent un traitement différent entre les hommes et les femmes pour certaines formalités, par exemple obtenir un passeport ou avoir accès à un titre foncier, etc. Il continue à y avoir du travail à faire, non seulement sur les lois elles-mêmes, mais en plus, il y a parfois des pays où on a de bonnes lois, de bons textes qui ont été légiférés, mais malheureusement la mise en application ne suit pas. Donc du coup, il y a un problème donc comme je disais de mise en application qui est forcément relayé à l'état de droit en fait. Quand on a un pays qui n'a pas la capacité de mettre en application ses droits, ses lois, parce que en général elles sont soit bafouées, soit pas respectées, soit il y a de la corruption, ça s'étend bien évidemment dans tous les domaines, y compris la discrimination envers les femmes. Donc on va voir ça de plus près. D'accord. C'est dans la presse.
Le 17 avril 2018, les Américains ont perdu une grande dame, l'ex-première dame Barbara Bush, qui a marqué les politiques de tous bords. Alors que son mari était pro-life, elle avait laissé entendre qu'elle penchait pour le droit à l'avortement et avait laissé échapper que les armes semi-automatiques devraient être interdites, tandis que George Bush était contre l'imposition de limites au port d'armes. Eric Manirakiza a joint l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, Herman Cohen, qu'il a bien connu sous la présidence de George Bush père. Elle a vu qu'aux États-Unis, malgré le fait que nous sommes un pays industrialisé, qu'il y a pas mal de gens qui étaient analphabètes, manque d'éducation, mauvaise éducation, etc., surtout parmi les minorités, les Afro-Américains, les hispanophones. Elle a fait un grand effort pour que dans les écoles, les enfants, les élèves pouvaient apprendre à lire et écrire. Donc ça, c'était son effort. Elle a accompli beaucoup dans ce domaine et le monde de l'enseignement est très heureux sur ce qu'elle a fait pendant ce temps quand son mari était vice-président et président. Donc, Madame Bush était à la hauteur. Parmi les premières dames, elle a passé tout son temps à faire du bien pour la population américaine et surtout pour les gens pauvres. Dans certaines villes où il y a des gens qui étaient au bas de l'échelle, la classe ouvrière, elle a fait beaucoup pour ces gens-là. Donc, c'était Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Cheryl, on revient sur le rapport de la Banque mondiale. On fait quelques constats, notamment vous avez parlé tout à l'heure du droit d'avoir un passeport. Alors on sait que les enfants, à partir d'un certain âge, peuvent postuler pour un passeport, par exemple aux États-Unis, seuls, sans forcément les parents. Et dans certains pays, c'est la femme qui ne peut pas avoir un passeport sans l'accord de son mari. Alors moi j'ai noté certains pays seulement en Afrique où on ne peut pas appliquer, c'est les zones qui nous intéressent, où on ne peut pas avoir un passeport si on est une dame et qu'on ne demande pas la permission à son mari, le Bénin, Botswana, Cameroun, République du Congo, Égypte, Gabon, votre pays, oui. Le Malawi, le Mali, le Nigeria, le Soudan, l'Ouganda et la Zambie. Et il y a 37 pays dans le monde où on ne peut pas choisir où vivre, où la femme, c'est-à-dire que si elle veut aller vivre dans une autre région, ne serait-ce que pour un travail, c'est pareil, elle doit demander la permission à son mari. C'est des lois qui existaient dans beaucoup de pays occidentaux auparavant, en France et ailleurs. Donc c'est le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, République centrafricaine, Tchad, République du Congo, Guinée équatoriale, Gabon, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Soudan. Alors, très souvent, ce sont des lois qui datent et voilà, elles sont là, on ne les retouche pas tout simplement. Mais ce qui ne veut pas dire finalement que cette loi, si c'est une loi, elle est respectée. En fait, c'est un petit peu ça. Les endroits, 31 pays où l'on ne peut pas être chef de famille si l'on est une femme. Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, République du Congo, République démocratique du Congo, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Libye, Madagascar, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Sénégal, Soudan, Tunisie. Après, il y a les pays où on ne peut pas avoir un travail sans la permission de son mari. Je suis dans le regret de vous dire que le Gabon est encore là. Voyager, sortir de la maison. Sortir de la maison, vous savez que c'est dans beaucoup de pays musulmans, Arabie Saoudite, etc. Égypte et Soudan, avoir une carte d'identité, Algérie, Bénin, Cameroun, Congo, enfin c'est République du Congo, Égypte, Maurice, Namibie, sortir du pays Soudan, s'enregistrer pour ouvrir un business, la Guinée-Bissau, ouvrir un compte en banque, le Tchad, Guinée-Bissau, Niger, et signer un contrat Guinée équatoriale. C'est votre sentiment par rapport à ça? Écoutez, ce sont des lois qui, quand on y réfléchit, ce sont des concepts quand même assez archaïques. Oui. Ça revient, comme vous avez dit, ce sont des lois qui ont été calquées sur les lois des anciens colons.
des anciens colonisateurs. Il n'y a pas eu de révision du code civil dans la plupart de ces pays en ce qui concerne notamment ces lois-là, malgré le fait que les colonisateurs, eux, ont changé leurs lois. Ce sont des textes qui sont restés en place parce que, bon, ce sont des visions paternalistes de la relation entre hommes et femmes, parce que parfois, bon, on se dit il faut protéger la femme qui n'a pas de rempart contre le monde et elle a besoin de l'homme pour elle était considérée comme un enfant. Voilà, exactement. C'est très, c'est une façon de l'infantiliser en fait. Et donc bon, ça revient de là. La question c'est pourquoi ces textes demeurent en place. Comme vous l'avez dit plus tôt, bon, ils ne sont pas tout le temps mis en application, mais pourquoi avoir des lois si on ne les met pas en application? Donc parce que ça conduit après à des corruptions, ça conduit à une confusion totale. On se retrouve donc avec des pays qui ont des lois qui ne sont soit pas respectées, qui sont bafouées à travers, donc comme je disais, la corruption. Ça conduit à des différences entre les personnes qui ont accès à des systèmes pour contourner ces lois qui ne sont pas à l'avantage de certaines personnes et d'autres personnes qui n'ont pas ces moyens-là. Donc ça crée toute une atmosphère qui n'est vraiment pas saine en fait. Et donc le plus important, je pense, à mon avis, c'est d'avoir des organisations, qu'elles soient de la société civile ou des ONG ou autres, qui puissent non seulement apporter de l'aide donc à ces femmes qui se retrouvent dans des situations assez précaires et difficiles, mais aussi qui puissent avoir un pouvoir de lobbying, qui puissent participer et pousser les gouvernements des pays à apporter des changements aux lois. Parole de femme. Le collectif Amazone sensibilise les jeunes et les femmes sur les violences sexuelles au Mali. Une rencontre a eu lieu récemment en présence de parents pour permettre à tous les publics concernés de s'outiller contre la dépravation des mœurs, selon notre correspondant sur les réseaux sociaux. Notre correspondant Kassim Traoré donc a tendu son micro à des participantes, dont Kadidia Diakité Fofana, présidente du collectif. Nous sommes tous interpellés par la dégradation de la situation, la recrudescence des actes de dépravation qui ont eu lieu à longueur de journée sur les réseaux sociaux malheureusement. Et donc nous appelons les gens à chaque fois pour essayer de les sensibiliser avant de dénoncer les choses. Je pense que les témoignages pointus, réactualisés d'aujourd'hui sont beaucoup plus édifiants. Les réseaux sociaux au Mali, c'est le mauvais usage des jeunes qui a été décrié par les femmes. Diara Fatoumata Touré, enseignante. Les réseaux sociaux, c'est vraiment diffuser tout et n'importe quoi. Vous pensez que c'est juste à l'ami que vous l'avez envoyé? Cet ami va forcément garder l'image en toute discrétion? Non. C'est que votre vie privée est étalée dans le monde entier, tous ces actes. Ceux qu'on pose des actes et on oublie les conséquences. Eux, ils pensent qu'ils se mettent en valeur comme ça, que ce soit fille ou garçon. En fait, finalement, ça devient autre chose. Le collectif Les Amazones veut faire bon usage des synthèses de cette causerie en mettant l'accent sur la sensibilisation. Nous voyons à longueur de journée des cas de viol qui sont sur les réseaux sociaux. Donc les gens doivent savoir que ça c'est quelque chose de très grave parce que les parents aussi bien que l'État doivent essayer de se donner la main pour sensibiliser les jeunes et parce que ça n'honore pas du tout l'image de notre pays. Une vaste campagne de sensibilisation sera initiée par les Amazones dans les espaces scolaires pour mieux sensibiliser les enfants et les jeunes afin qu'ils puissent faire un bon usage des réseaux sociaux. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invité Cheryl Bennett, avocate aux États-Unis. Je reviens sur notre rapport, Cheryl, parce que je note des anomalies, je vais appeler ça des anomalies, parce qu'on voit par exemple,
comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de progrès, certaines lois donc qui ont été votées, notamment au Tchad. On a nouvellement une loi sur la violence domestique, donc ce qui est vraiment bien en soi. Un peu de pays ont ce type de loi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en revanche, au Tchad, selon la loi, si l'on s'en réfère à ce rapport, une femme ne peut pas ouvrir un compte en banque. Donc en fait, je me demandais si les gouvernements, voire les parlements, les gens qui sont censés faire changer les lois, je me demandais si finalement ils étaient bien conseillés en matière, on va dire, d'égalité des genres. Écoutez, Nathalie, je pense que c'est un exemple probant du fait qu'ils ne sont pas bien conseillés. Alors, c'est vrai, c'est une bonne initiative, c'est une très bonne initiative, louable. D'ailleurs, qu'il y ait cette loi sur les violences contre les femmes. Mais si on ne permet pas à la femme d'avoir un véritable essor économique, de pouvoir se maintenir financièrement elle-même, par exemple, à travers une des choses les plus basiques, d'avoir un compte bancaire, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle puisse réellement se défendre contre ces violences-là au sein du couple? Parce que généralement, quand les violences au sein du couple se font la plupart du temps à l'encontre de femmes qui n'ont pas d'autre solution que d'être dans le couple parce qu'elles sont attachées financièrement à leur conjoint. Donc, c'est un peu faire une chose et son contraire. Et on note la même chose, par exemple, pour le Cameroun. Alors, au Cameroun, au Burundi, on a aussi nouvellement des nouvelles lois contre le harcèlement sexuel, notamment au travail, ce qui est vraiment bien en soi aussi. Ça existe aux États-Unis, c'est même dans la loi du travail, et les entreprises sont très regardantes là-dessus, comme on le sait. Et encore une fois, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le rapport, le Cameroun a beaucoup de problèmes finalement dans la liste que j'ai citée tout à l'heure. On ne peut pas avoir un travail sans la permission du mari. Oui, au Cameroun, par exemple. Encore une fois, ça reste un véritable paradoxe. Et donc, il faut se demander, est-ce qu'il y a assez de femmes, par exemple, qui jouent un rôle au niveau du Parlement, qui peuvent élever leur voix et apporter une perspective féminine? Est-ce qu'ils sont conseillés, ces parlementaires, par des organisations de défense des droits de la femme qui pourraient réellement leur donner une idée de la réalité sur le terrain? Parce que c'est bien beau d'avoir ces lois qui passent bien et qui font un bon coup de com' à l'international, mais est-ce que réellement ce qu'on essaie d'atteindre... Est-ce que c'est la priorité? C'est ça, c'est ce qu'on se demande. Est-ce que la priorité, c'est d'avoir l'égalité entre les hommes et les femmes et protéger la femme de ce type de harcèlement ou de violence, ou est-ce que c'est de bien faire et de faire beau? Si jeunesse pouvait. La lutte contre le chômage des jeunes est une priorité pour le gouvernement ivoirien, confronté au phénomène de l'immigration clandestine, comme d'autres pays en Afrique. Alors, lors de la semaine de l'emploi jeune, Georges Ibrahim Tounkara a tendu le micro à des étudiants fraîchement diplômés, à commencer par Élisée Bali. C'est pas facile le marché de l'emploi aujourd'hui. Je pense que dans l'Afrique de l'Ouest même, c'est pas facile. Il faudrait que les dirigeants puissent essayer de mettre encore plus d'accent sur ça, parce que c'est tout ça qui mène à l'immigration clandestine et autres. Donc il faudrait que les États puissent prendre en compte vraiment ce problème majeur-là. C'est vrai que la fonction publique ne peut pas employer à 100%, mais il faudrait que aussi l'État aussi puisse jouer sa partition, c'est-à-dire dans les entreprises, à embaucher telle personne, essayer de réduire les impôts. Koulibaly Daouda est en quête de financement pour un projet agricole, mais pas facile, dit-il, de trouver du crédit auprès des banques. Oui, il y a un véritable problème de financement vu que les modalités ne sont pas accessibles. Il n'y a pas de souplesse au fait. Pour l'acquisition des financements, quand tu vas vers une banque, il n'y a pas de souplesse. Il y a trop de complications pour pouvoir obtenir un financement. Tout le monde pense que l'État peut embaucher tout le monde. Alors ça, c'est la première problématique. La seconde problématique, c'est que le système francophone dont la Côte d'Ivoire est héritée ne permet pas l'entrepreneuriat. Ce qui fait que la mentalité des Ivoiriens n'est pas encore au niveau proprement dit de l'entrepreneuriat. Donc il n'y a pas de culture entrepreneuriale au fait. Tout le monde veut travailler dans les bureaux, pourtant il n'y a pas assez de place dans les bureaux. Certains jeunes comme Karine Bomisso déplorent les difficultés à trouver un stage de perfectionnement dans les entreprises.
Avec le stage, on peut montrer nos capacités et avoir de l'expérience également. Même si on ne leur donne pas de l'emploi, d'avoir quand même des stages pour pouvoir se perfectionner. Puisque maintenant on parle d'entrepreneuriat. Ça peut me donner des idées pour mettre quelque chose sur place, me créer moi-même ma propre entreprise. Une entreprise qui va employer aussi certains jeunes qui vont sortir fraîchement des universités. C'était un extrait du reportage de Georges Ibrahim Tounkara que vous pouvez suivre sur voaafrique.com. Mais oui, et si la jeunesse pouvait. Cheryl Bennett, alors le danger de ces lois finalement qui existent encore mais qui sont un petit peu même oubliées. Je reprends l'exemple par exemple au Tchad ou au Cameroun. D'ailleurs la plupart des gens peut-être ne le savent même pas. Que leur épouse ne peut pas avoir un emploi sans leur demander la permission. Et le danger d'ailleurs, c'est qu'ils peuvent l'entendre dans cette émission aussi. Bon, bref. Et ceci dit, c'est un réel problème parce qu'on a rencontré ça aux États-Unis il n'y a pas longtemps. On en a beaucoup parlé avec l'âge légal. Avec l'âge légal, c'est-à-dire qu'on a découvert que dans beaucoup d'États, dans certains États, on mariait des mineurs. Et en fait, qu'est-ce qu'on a découvert à partir de cela? On a découvert qu'il n'y avait pas de minimum pour l'âge légal. Ce qui fait que certains États, comme notamment la Virginie, il n'y a pas si longtemps, il y a 1 ou 2 ans je crois, ils ont donc créé une loi. Maintenant, on n'a plus le droit de marier une personne avant l'âge de 18 ans, sauf exception, etc. Donc en fait, c'est intéressant. La loi, déjà, il faut se renseigner quand même, non ? Oui, il faut se renseigner. Alors, ce qu'on retient de ça déjà, du point de vue de quelqu'un qui est originaire du Gabon, c'est que bon, les problèmes sont dans le monde entier. C'est pareil, c'est des lois qui datent. C'est des lois qui datent, c'est des lois qui ne des absences de loi. Voilà. Ouais. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de typiquement africain, culturellement africain ou autre. C'est quelque chose qui peut être à quoi on peut trouver une solution. Pour ce qui est de l'âge légal aux États-Unis, bon, ça engendre tout ce que ça engendre. Je pense, sans avoir fait énormément de recherches sur le sujet, que c'est dû à un peu ce sentiment de puritanisme qu'il y a aux États-Unis, où si une jeune femme se retrouvait à être enceinte à un certain âge, il fallait qu'elle soit mariée forcément, et donc on la mariait, bon, je vais pas dire au premier venu, mais en tout cas, si possible au père de l'enfant, même si c'était eux-mêmes des enfants en soi. Et après, bon, ben, ça a des conséquences sur est-ce qu'elle abandonne ses études, est-ce qu'elle dépend financièrement de son mari. C'est un problème universel, ça. Oui. Et qu'il faut régler d'une autre manière. Absolument. Parce que le mariage, c'est un peu facile, finalement. Ou difficile. Oui, vous l'avez dit. Cheryl, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les pays, tous les pays, parviennent à progresser dans la révision des lois? Par exemple, là, j'ai encore un exemple. Italie, tiens, je prends l'Italie. L'Italie a augmenté ses congés de paternité, parce que là, on est à un autre niveau. Hein. On n'a pas encore le congé maternité dans beaucoup de pays, y compris aux États-Unis, où il est vraiment très, très minime, parfois inexistant. Et dans d'autres pays, surtout dans des pays européens, on commence à attaquer le congé paternité. Donc, ils sont passés de 1 jour à 2 jours. Alors, ça avance tout doucement, mais c'est là, et c'est intéressant. Et puis après, on retrouve à Maurice. Maurice a augmenté la longueur du congé maternité de 84 à 98 jours. Donc ça c'est quand même pas mal, c'est positif, tous ces points-là. Non, ils sont positifs, donc ça revient à ce qu'on disait plus tôt, que c'est vrai qu'il y a eu des avancements ces 2 dernières années, du moins depuis la dernière fois que le rapport de la Banque mondiale a été publié. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il y ait de réelles concertations. Il faut qu'il y ait des concertations avec des parties prenantes qui sont réellement investies dans les questions qui sont concernées. Donc, en matière des droits de la femme, de la discrimination envers les femmes, il faut qu'on donne une voix réellement aux groupes de femmes, aux organisations des femmes. Et les parlements, parce que, bon... ils sont là aussi pour ça, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est là-bas qu'on vote les lois. Absolument.
qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça bouge un petit peu plus? Mais justement, il faut qu'il y ait ce dialogue entre les parlements et ce type d'organisation qui ont cette expertise. Parce que les parlementaires, au final, ne font pas des recherches extensives, que ce soit aux États-Unis, au Gabon ou ailleurs. Ils attendent que ça vienne. Ils attendent que la société civile leur envoie des la société lettres, civile, les groupes de lobby ou autres. Donc c'est au premier, la première personne à leur déposer un dossier et dire voici les statistiques, voici ce qu'il faudrait que vous fassiez. Ce sont ces statistiques. Vous avez remarqué que dans tous les pays que j'ai cités, là, il n'y a pas le Rwanda. Oui, le Rwanda, on sait qu'ils sont le bon élève. Oui, mais comme quoi ça marche. Comme quoi ça marche, ces femmes parlementaires, finalement. Absolument. C'est-à-dire qu'elles sont utiles, quoi. C'est vraiment, elles travaillent. Absolument. D'où l'importance d'avoir accès au domaine politique pour les femmes. D'où l'importance d'avoir l'implication des femmes dans ces conversations, dans ces concertations-là, parce qu'elles ont la capacité, surtout si elles sont en nombre conséquent, d'avoir un poids et de dire comme on se retrouve avec la situation au Tchad où oui, on protège la femme contre les violences, mais en même temps, on ne lui donne aucun moyen de se séparer d'un conjoint qui est de façon pathologique violent. Donc voilà. Il faut qu'il y ait cet engagement des femmes et que les femmes aient la possibilité de discuter, d'être à la table et de prendre des décisions et qu'on puisse éduquer les populations, pas seulement les filles, mais aussi les jeunes garçons, qu'ils comprennent que au final, on est tous sur le même pied d'égalité. Même parce que on est toujours en train de dire les filles, les femmes, mais finalement. Finalement, c'est les hommes aussi. La question de la grossesse, il me semble que ça concerne les deux. Apparemment, oui. Non, ça concerne les deux. Mais même avec le Me Too movement aux États-Unis, qu'on a, enfin, il y a un peu dans d'autres pays plutôt occidentaux, on remarque qu'il y a une forte insistance sur le fait qu'il faut éduquer les jeunes garçons, qui deviendront plus tard des hommes, qui pourront avoir tendance à commettre ce type de harcèlement ou autre, parce que ça part de ce sentiment de paternalisme, de supériorité vis-à-vis de la femme, et donc c'est important de passer par cette étape-là. Pour terminer, Cheryl, votre domaine, c'est le domaine commercial. Donc toutes ces lois, si on peut faire le tour de ces lois, on remarque quand même que c'est un handicap énorme au niveau économique pour la femme, et surtout en Afrique. Donc vous pouvez peut-être parler d'un point particulier qui permet déjà, parce que ça existe, on connaît des programmes, vous avez travaillé sur ce type de programme. Quel genre de programme fonctionne vraiment bien pour que dans un pays comme ça, on puisse permettre à la femme, par exemple, même s'il y a une loi comme ça, qu'elle ne peut pas avoir un compte en banque, qu'elle ait une autre possibilité en attendant que la loi change? Alors, pour parler d'un programme en particulier, là, je n'en ai pas en tête, mais par contre, je voudrais revenir par exemple sur un point. Alors là, on parlait du Gabon avec, par exemple, l'obtention du passeport. Si c'est une femme mariée, elle doit forcément avoir l'autorisation de son mari. Alors, vous imaginez un pays comme le Gabon où parfois certaines femmes voudraient se lancer dans le commerce. Le Gabon, c'est un pays qui ne produit pas énormément, donc elle devra forcément se rendre, disons, au Cameroun ou à Dubaï ou en Chine ou ailleurs pour s'approvisionner. Elle ne peut pas le faire si son mari décide, tout simplement, parce qu'il n'a pas envie qu'elle prenne des ailes, on va dire, elle ne peut pas le faire. Et donc, on se rend bien compte que ces lois ont un véritable impact au jour le jour. Ce n'est pas simplement des textes qui sont sur papier. Alors, je sais que l'UNICEF a des programmes, pas l'UNICEF, le PNUD, le Programme national des Nations Unies pour le développement, a des programmes pour la promotion des femmes. Il y a aussi de plus en plus, et la Banque mondiale en finance certains de programmes pour l'entrepreneuriat, la promotion de l'entrepreneuriat. Ils font des compétitions où après on permet aux jeunes qui ont des idées intéressantes d'avoir accès à un financement, parce que l'accès au financement est énorme, est un énorme problème, est une énorme entrave vraiment à la comme promotion. On l'a dit tout à l'heure. Exactement, les jeunes Ivoiriens, enfin moi ça me fait mal au cœur, parce que c'est quelque chose qu'on voit partout, que ça soit en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne ou ailleurs dans les pays en voie de développement. Il n'y a pas de système
de notation de crédit de la personne. Donc finalement, à moins d'avoir des titres fonciers, et généralement les femmes n'en ont pas, qu'on peut... Donc il faut prouver que l'on a quelque chose ou qu'on a... Si on n'a rien du tout, si on n'a pas de papier, on est laissé à soi-même, absolument. Et donc on n'a pas accès au capital dont on a besoin pour pouvoir ouvrir une entreprise. Pourtant, il faudrait avoir la meilleure idée. Des systèmes de parrainage. Mais ça, c'est un autre sujet. On est en train de déborder sur un autre sujet. Absolument. Cheryl Bennett, un grand merci. On arrive au terme de notre émission. C'était un plaisir de vous avoir. Merci. Un grand merci également à Wagner Robert et à Fred Nerkayemit, à la production. À très bientôt. Au revoir. Merci. Arrête.